On y va. Alors, Paul Ricoeur, surnommé le philosophe de tous les dialogues, disait que la littérature est un vaste laboratoire pour des expériences de pensée. Expliquer, nuancer, comprendre. On est en plein dans le vif du sujet de ce livre, Woke, la tyrannie victimaire, et finalement rien de neuf avec le wokisme. Rien d'inédit, on déboulonne des statues depuis des lustres, briser le silence, pallier ou rater de la justice, dénoncer les agissements inacceptables, défendre les opprimés, tout ça est bon à prendre. Par contre, les excès de la cancel culture posent question, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'abord, directement te donner la parole, j'aimerais bien que tu présentes la genèse du livre dans ton parcours personnel et nous résumer un peu le propos. Et je pense aussi, et tu n'en parles pas dans ce livre, que ce livre t'a fait subir une campagne de menaces et de dénigrement. Et donc, je te laisse la parole. Voilà, alors bonjour, je vais essayer de répondre à cette question sans déjà prendre toute la demi-heure qui m'est impartie, parce que c'est déjà un vaste chantier, cette seule question-là. Oui. Alors, je dois quand même un petit peu préciser certaines choses. Donc moi, au départ, je suis agrégée en philosophie, j'étais enseignante en morale non confessionnelle et puis en philosophie en haute école pendant 30 ans au total. Et j'ai effectivement subi une première campagne de menaces, de calomnies, de diffamation, d'agression, etc. au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Et suite à ça, j'ai donc quitté l'enseignement, mais je n'en parle pas dans ce livre-ci, donc je pense que c'est de ça que tu parlais. Hein. Donc effectivement, je ne mentionne pas ça. Ceci dit, c'est vrai que mon livre sur le wokisme m'a valu aussi pas mal d'attaques diverses et variées, moins graves heureusement que celles que j'ai subies en 2020. Alors, mon propos, en fait, je dirais la genèse de ce livre, la toute première genèse, c'est mon attachement à la laïcité. Je crois qu'il faut commencer par là. Je pense que ceux d'entre vous qui peut-être me connaissent pour ça. Ça fait quoi 25 ans certainement que je milite pour la laïcité. Et dans mon esprit, la laïcité, c'est évidemment la séparation du politique et du religieux, mais c'est aussi une volonté de considérer les êtres humains comme étant égaux avant d'être différents. C'est-à-dire de ne pas faire primer les attaches, les convictions religieuses, etc., sur notre commune humanité. Et je vois entre la laïcité et le wokisme un évident, je dirais une rupture évidente, puisque le wokisme consiste justement, me semble-t-il, à faire primer les différences individuelles sur ce qui nous rassemble. Alors plus précisément, ce qui m'a amené au wokisme, ça peut paraître un détail, ça l'est probablement pour beaucoup, mais c'est l'écriture inclusive. C'est en fait le fait de voir arriver dans le débat public cette volonté de visibiliser les femmes. Cette notion d'invisibilisation est un terme qu'on rencontre de plus en plus souvent et qui très souvent, enfin très rapidement, je dirais cet argument il faut visibiliser m'a paru montrer ses limites ou en tout cas son intention cachée, puisque par exemple quand on parle d'écriture inclusive, souvent on recommande, si on ne peut pas doubler les formules, parce que c'est parfois très lourd évidemment de dire les enseignants et les enseignantes, les étudiants et les étudiantes, etc., ou d'utiliser des points médians, des choses comme ça qui peuvent parfois être compliquées à la lecture. La proposition de certains est de dire alors il faut éviter les termes masculins et les remplacer par des termes épicènes. Et le terme épicène, évidemment, c'est un terme qui est par nature neutre, comme par exemple si on dit les parlementaires, ce n'est pas un terme qui évoque nécessairement les femmes, ni les hommes. Et c'est ça que je trouvais amusant, c'est de me dire finalement, plutôt que de vouloir, sous couvert de vouloir visibiliser les femmes,
on en vient à préconiser des solutions qui, en fait, ont pour seul effet d'invisibiliser les hommes. Puisqu'en fait, le terme épicène est un terme qui simplement gomme toute dimension sexuée du langage. Et donc, je pense que l'écriture inclusive est une des manifestations, certainement pas la plus grave, pardon, de ce wokisme. Ok. Bon, j'ai dans mes proches un politologue, il donne cours de Sciences Po à Mons, et il n'y a pas longtemps, il me dit, mais au fond, tu es un centriste humaniste, et il fait la différence en disant que le centrisme humaniste et politique n'est pas systématiquement un copier-coller. Moi, c'est comme ça que je te perçois. Et finalement, il me dit, mais il y a quand même deux passerelles entre, quand on est centriste, c'est d'abord le débat, pas le crachat, et c'est le refus des extrêmes. Voilà ce que dit Pascal Bruckner dans un essai publié chez Grasset, qui a beaucoup compté, qui s'appelle Un coupable presque parfait, une seule phrase. Ces extrêmes, au pluriel, qui communient en croyant se détester. Au danger de l'extrême droite, il faudrait désormais ajouter l'ultra-gauche et ses convergences avec l'islamisme. Mais ça produit de l'islamophobie, voilà ma question, qui est une peur, c'est une phobie, et qui n'est pas du racisme. Est-ce qu'elle ne pousse pas mal de personnes vers l'extrême droite? Et donc, est-ce que tu es d'accord avec ce que Bruckner dit, ces extrêmes qui communient en croyant se détester? Ben, ça me paraît évident, et si on fait le lien avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, je crois qu'on en a la preuve éclatante. En fait, pour moi, la victoire de Donald Trump, enfin, ça n'est pas mon analyse politique à moi, c'est quelque chose qui a été quand même souvent partagé par des analystes politiques. La victoire de Donald Trump est en fait une sorte de réaction aux excès du wokisme, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, pour le dire de manière un petit peu caricaturale, quand on est un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, cisgenre, on a le choix entre passer son temps à s'excuser d'être ce qu'on est et d'avoir produit des sociétés aussi terriblement racistes, sexistes, machistes, transphobes, etc., etc., ou au contraire dire « bah ouais, je suis un vieux mâle blanc de 50 ans, et quoi ? Je ne vais pas encore en plus m'excuser, j'en suis fière. » Et en fait, le Trumpisme, c'est ça. Le Trumpisme, c'est une façon de dire, et je ne suis pas du tout occupée à faire l'apologie du Trumpisme, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais c'est une manière de dire « je ne veux pas m'excuser de ce que je suis. Je n'y suis pour rien. » Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la victoire de Trump aussi, c'est le fait qu'il a réussi à séduire aussi des minorités, notamment la minorité hispanique, par exemple, qui en avait assez d'être réduite à son caractère de minorité. Et donc, je pense qu'on a ce mouvement de révolte en disant « cessez de me traiter en minorité, je veux être traité comme un électeur comme les autres. Voilà. » Et qui peut poser des choix catastrophiques, et le Trumpisme est un choix catastrophique. Les erreurs de Kamala Harris. Tout à fait, voilà. Effectivement. Et donc, ma volonté à moi, c'est d'essayer de continuer à faire prévaloir une espèce de troisième voie entre ce que je considère comme deux extrêmes qui se renforcent mutuellement. Je pense que le wokisme et le Trumpisme se renforcent, tout comme d'ailleurs l'extrême gauche et l'extrême droite se renforcent et au fond se nourrissent des mêmes passions tristes. C'était ma question. Et ma position, et je faisais tout à l'heure allusion à la laïcité, c'est vraiment une position qui vise à essayer de défendre l'universalisme. C'est-à-dire de dire, en fait, il n'y a pas de raison ni d'être fier, ni d'être honteux de ce qu'on est. Et surtout pas de ce qu'on est sans l'avoir choisi. Je veux dire, notre couleur de peau, notre sexe, notre orientation sexuelle, ce sont des choses que nous n'avons pas choisies. Donc, au nom de quoi est-ce qu'on devrait soit s'en excuser, soit s'en glorifier? Voilà. Justement, dans ton livre, tu t'expliques bien, il faudra que tu nous développes ce concept de raciser chez les wokistes, ce que ça entend là-dedans. Et j'aimerais bien, pour introduire ma question, citer un écrivain afro-américain qui s'appelle James Baldwin,
donc afro-américains et homosexuels, donc ils cumulent, hein. La glorification d'une race et le dénigrement corollaire d'une autre ou d'autres a toujours été et sera une recette de meurtre. Ceci est une loi absolue. Donc, tuer l'homme blanc. Mais donc, qu'est-ce qu'ils entendent par ce côté racisé qui revient tout le temps? Qu'est-ce que ton livre apporte sur ce... Je ne sais pas ce que mon livre apporte là-dessus, mais c'est vrai que c'est un de ces nouveaux mots qui ont fleuri ces dernières années. Hein. Je veux dire, je commence mon livre en faisant un peu une liste de tous ces nouveaux mots qui sont apparus ces dernières années et qui me paraissent être vraiment représentatifs de ce mouvement woke que j'essaye de décortiquer dans le livre. Et en fait, le terme racisé, c'est un très bon exemple parce que c'est un terme dont on ne parlait pas du tout avant. Avant, on parlait des personnes étrangères ou des personnes d'origine étrangère ou des personnes qui avaient une couleur de peau différente, etc. Enfin bon, on utilisait toute une série de formules, ou les immigrés, etc. Enfin, alors évidemment, tout ça est compliqué parce que les gens qui sont d'origine étrangère ne sont pas nécessairement immigrés. Donc, à un moment donné, on tournait un petit peu autour en disant oui, immigrés de 3e génération, de 4e génération, enfin, ce qui n'a pas beaucoup de sens non plus. Et aujourd'hui, on voit arriver ce terme racisé, qui est un terme qui, moi, me heurte profondément, parce que si on le décortique, en fait, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que la personne qui est donc, mettons, de couleur noire, est racisée par l'autre. C'est-à-dire que l'autre, quand il la voit, cette personne noire, lui attribue tout de suite une race, avant même que cette personne ait dit ou fait quoi que ce soit. Et donc, selon moi, en fait, c'est un procès d'intention qui est fait aux individus qui regardent la personne de couleur de peau différente, qui consiste à leur dire « vous me voyez, vous me traitez automatiquement, nécessairement, comme une personne de couleur, sous-entendu noire, alors qu'en fait, on n'en sait rien. » Et en fait, derrière ce terme, il y a quelque chose de très révélateur de ce qu'est le wokisme, en fait, hein, puisque le wokisme apparaît aux États-Unis au 19e siècle, en fait. Hein. Ça veut dire quoi, woke? Ça veut dire éveillé. Et éveillé, c'est quoi? C'est être éveillé aux discriminations, être éveillé au fait, enfin, la difficulté que constitue le fait d'être une personne noire dans une société américaine. George Floyd, par exemple. Voilà, exactement. Et en fait, je vais essayer de le faire très rapidement parce que ça peut être long, mais c'est intéressant quand même de comprendre. Oui. Ma thèse, si vous voulez, c'est que les États-Unis n'ont jamais réussi à se débarrasser de la question de la race. Et je mets race avec tous les guillemets qui s'imposent, mais en même temps, c'est le mot qu'ils utilisent. C'est-à-dire que quand les États-Unis se sont créés, ils l'ont fait avec une idéologie profondément raciste, puisque à la naissance des États-Unis, la population était distinguée entre les blancs et les noirs étaient soit hommes libres, soit esclaves. Donc vous aviez dans la genèse même des États-Unis l'idée que l'homme blanc anglo-saxon allait venir coloniser des noirs, des sauvages, à qui on allait expliquer comment il fallait vivre. Et donc, la genèse des États-Unis est profondément raciste. Et il a fallu attendre un bon siècle pour que les États-Unis se rendent compte que leur politique raciale générait évidemment une violence sociale énorme, des discriminations forcément, et qu'apparaisse alors une espèce de réaction qui a consisté dans ce qu'on a appelé l'action affirmative, l'affirmative action, qui a consisté en fait à introduire des quotas de personnes, soit hispaniques, soit noires, notamment dans les universités, pour essayer de renverser la vapeur, pour dire, voilà, on doit absolument créer une élite intellectuelle noire, hispanique, etc. Et pour ça, il faut des leviers positifs. Mais évidemment, cette politique de quotas a généré aussi un sentiment d'injustice de la part de certains blancs qui se sont dit, oui, maintenant, pour arriver à l'université, c'est plus facile, entre guillemets, quand on est d'une origine ethnique défavorisée que quand on est blanc. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que, en fait, les États-Unis sont toujours occupés à chercher comment gérer la question raciale et ne sont jamais arrivés à développer ce qu'on appelle en anglais une politique colorblind, c'est-à-dire une politique qui soit réellement aveugle à la couleur.
et où on décide, où finalement les institutions politiques décident que la couleur de peau ne comptera pas, ni en bien ni en mal. Et ça, c'est ce que moi j'appelle l'universalisme, Voilà. et qu'on peut d'ailleurs décliner en colorblind, aussi sex-blind, aussi gender-blind, aussi age-blind, enfin, être aveugle à toutes ces caractéristiques de nous qui ne comptent pas, pour ne plus voir en l'autre que ses idées, ses propos, est-ce qu'il est sympathique, pas sympathique, etc., etc., intéressant, est-ce que j'ai envie de discuter avec lui, et pas de quelle couleur est-il, de quelle orientation sexuelle, de quel sexe, de quel âge, etc., etc. La qualité indiscutable de ton livre, c'est pour ça que je t'invite et je trouve que c'est vraiment très réussi. C'est la 3e édition, il y a eu 3 rééditions, c'est le côté pédagogue. C'est quelque chose de... On lit ça, c'est très fluide. Dans l'émission de Pascal Tison, que j'aime beaucoup, par Oui Dire, tu as été invité, et il y a des choses que j'aimerais bien... J'ai noté certaines phrases fortes que tu as dit pendant l'interview. Tu dis le wokisme, c'est la fin de la rationalité. C'est la dictature des ressentis. C'est la fin de l'égalité. Et tu donnes un exemple, j'y avais pas pensé, mais encore aujourd'hui, là, maintenant, mais il y a des milliers de petites filles qui sont excisées, qui partent en Afrique, sont excisées. On n'en parle pas. Pourquoi? Ben, ça vient, ce sont des Noirs, donc ce n'est pas des Blancs, donc on n'en parle pas. Donc je te laisse la parole. Fin de rationalité, la dictature des ressentis, et cet exemple terrible des petites filles dont on ne parle pas, alors que c'est encore là en 2025. Oui, en fait, ce que j'ai surtout voulu dire avec cet exemple de l'excision, c'est que quand j'ai publié mon livre, j'ai été beaucoup attaquée par des gens qui disaient qu'en fait le wokisme, c'était une invention, en gros, de la droite réactionnaire pour amalgamer tous des combats sociaux qui en fait n'avaient rien à voir les uns avec les autres, c'est-à-dire le féminisme, l'écologie, l'anticapitalisme, la lutte pour les personnes LGBTQIA+, etc., etc. Et en fait, ce reproche, me semble-t-il, est infondé parce qu'au cœur même du wokisme se trouve la notion d'intersectionnalité, qui est une notion que vous avez peut-être déjà entendue. On en parle beaucoup, notamment on parle beaucoup de féminisme intersectionnel. L'idée étant que certaines personnes cumulent plusieurs formes de discrimination, ce qui est une évidence, hein, je veux dire, c'est pas un scoop, je veux dire, quand on est une femme noire pauvre, on a moins de chance dans la vie, partout dans le monde d'ailleurs, que quand on est un homme blanc riche. Bon, voilà. Et si en plus de ça on est lesbienne et handicapée, c'est vraiment pas de bol, quoi. Oui. Mais donc l'intersectionnalité consiste à dire, il y a donc des personnes qui cumulent les facteurs de discrimination et donc par rapport auxquels il faut être particulièrement attentif. Bon, alors, jusque-là, aucun scoop, si ce n'est que certaines formes d'intersectionnalité sont complètement passées sous silence. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple des gamines excisées, parce que quand on est une petite fille noire, on cumule 2 sources de discrimination, petite fille et noire, et pourtant, les milieux, les féministes intersectionnels, souvent, ne parlent pas du tout de l'excision. Et en fait, ça démontre, à mon sens, le fait que la véritable cible du wokisme, ça n'est pas la justice sociale, c'est en fait la condamnation de l'Occident. C'est en fait le fait de mettre en évidence le fait que nous, occidentaux, nous faisons en fait beaucoup de tort aux minorités. Et c'est pour ça en fait que le wokisme me scandalise en fait vraiment, c'est parce qu'en fait il nous renvoie à une vision de notre société qui est totalement culpabilisante et dans laquelle moi je ne me reconnais pas. En fait, je ne reconnais pas notre société, je ne reconnais pas la société dans laquelle j'ai grandi. Alors je ne suis pas occupée à dire qu'il n'y a pas de discrimination et que tout va bien et que tout le monde est égal, etc. Mais je me dis, mais est-ce qu'on est vraiment une société si épouvantablement patriarcale, homophobe, sexiste, raciste, etc., etc. Et surtout, est-ce qu'il y a des endroits sur la Terre où c'est mieux? Parce qu'en fait, c'est surtout ça.
Je veux dire, moi, je veux bien qu'on essaye d'être encore meilleur que ce qu'on est déjà, mais je ne vois pas très bien quel type de société ces gens qui n'arrêtent pas de critiquer la société occidentale voudraient nous voir préférer, privilégier. Je pense que, bon, je donne un autre exemple, je crois que c'est un scoop pour personne que l'islam et l'homosexualité, ça ne fait pas vraiment bon ménage. Mais voilà aussi une discrimination intersectionnelle dont on parle peu. Être un musulman homosexuel, c'est pas facile. Mais curieusement, c'est un peu passé sous silence quand on dénonce l'homophobie. C'est souvent l'homophobie résiduelle, entre guillemets, dans nos sociétés. Enfin, je dirais, oui, dans nos sociétés, oui, voilà. Oui, alors, justement, il y avait Nora Bussini avec toi, et elle disait aussi que, même au niveau du féminisme, le wokisme est très, très sectaire. Donc, si vous êtes dans un kibbutz en Israël et vous êtes massacré en tant que femme, violée devant les autres, les féministes à Paris et ailleurs pratiquement se sont tues là-dessus. Et je trouve que dans l'émission, vous en parlez bien de cela. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oui, moi, c'est quelque chose qui m'a effectivement beaucoup choquée après le 7 octobre. C'est le silence de beaucoup d'associations féministes sur le sort réservé à ces femmes, enfin, et pas seulement à ces femmes, à des bébés aussi, à des enfants, à des vieillards, etc., etc. Comme si, au fond, il y avait des victimes qui comptaient plus que d'autres. Et mon explication, elle tient à ce que je viens de dire sur l'intersectionnalité, c'est qu'en fait, dans l'imaginaire, j'ai envie de dire l'imaginaire antisémite pour que ce soit encore plus clair, les Juifs ne comptent pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas une minorité qui porte toute une série de fardeaux. Je veux dire, comment dire, le noir aux États-Unis ou le musulman en Europe incarne beaucoup mieux, je crois, dans l'imaginaire, la victime parfaite. C'est-à-dire celui qui vient d'une autre culture, qui est socialement et culturellement défavorisé, économiquement défavorisé, etc., etc. Donc c'est la victime parfaite, je dis bien dans l'imaginaire. Oui. Mais l'émission que j'ai faite avec Nora Bussini, je suis vraiment contente que tu en parles parce qu'elle vaut la peine d'être entendue, parce que je pense que nos deux discours sont complémentaires, au sens où donc Nora Bussini est une journaliste française qui a en fait infiltré le wokisme. Et donc elle a fait une plongée dans un univers que je trouve absolument effarant, qui est l'univers de l'organisation d'une Pride radicale. Donc, on a la Pride, la Gay Pride, vous connaissez. Ben, la Pride radicale, c'est encore plus Pride que la Pride. Et donc, elle faisait partie du service d'ordre chargé d'organiser la bonne marche au sens littéral du terme. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Elle est arrivée là en disant, voilà, je suis des vôtres, je veux aider, etc. Et en fait, c'était absolument affolant parce que parmi les consignes qu'elle devait donc faire appliquer, il y avait le fait de trier les manifestants sur base de leur origine ethnique et de leur couleur de peau et de leur orientation sexuelle. Et donc, elle a été amenée, par exemple, à demander à un couple homosexuel dont l'un était racisé et l'autre français, de souche, de ne pas défiler ensemble. Donc, il fallait les séparer parce qu'il y avait une place du cortège qui était réservée aux racisés et une autre place plus à l'arrière pour les blancs. Et donc, je crois que c'est un exemple qui est hyper éclairant sur ce que ça produit en termes de discrimination, en fait, sur base d'une volonté soi-disant non discriminatoire, de mettre en évidence les discriminés. Finalement, on en vient à séparer des couples en disant « Désolé, mais monsieur, là, est plus discriminé que vous, donc il doit avancer, il doit être présent plus en avant dans le cortège. » Et c'est finalement ça que je reproche au wokisme, et je crois que ça revient à ce que tu disais quand tu me parlais de défaite ou de défaite de la rationalité, c'est que à un moment donné, ça devient fou. On se dit, mais c'est complètement délirant, au nom de quoi est-ce qu'on pratique des politiques aussi ségrégationnistes
sous prétexte d'inclusivité. Et alors, je ne résiste pas quand même, parce que aujourd'hui, j'ai appris, je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle polémique par rapport à Blanche-Neige, la nouvelle version de Blanche-Neige, mais c'est merveilleux ça aussi. Je veux dire, donc les studios Disney font un nouveau Blanche-Neige, un vrai film, pas un film d'animation, un vrai film. Et c'est pas Blanche-Neige et les 7 nains, c'est Blanche-Neige. Alors, il y a évidemment le côté Blanche-Neige n'attend plus le prince charmant qui la sauve, parce que ça, c'est évidemment épouvantablement patriarcal, donc elle va se sauver toute seule, parce que son rêve dans la vie, c'est d'être une femme forte, etc. Bref, passons. Mais ce que je trouve savoureux, c'est qu'en fait, donc, on ne parle plus des 7 nains. Alors d'abord, parce qu'évidemment, les nains, enfin, c'est pas bien, enfin, je veux dire, c'est pas bien, c'est stigmatisant de pointer un handicap, hein. Mais donc, il n'y a plus de personnages de 7 nains dans le film. Ils ont été remplacés par des créatures qui sont créées par l'intelligence artificielle. Et donc, ça c'est génial, je trouve. Il y a des corporations, des sociétés de nains, de personnes de petite taille, qui se sont plaintes en disant « nous, on aurait bien voulu jouer des nains dans ce film ». Et donc, vous voyez de nouveau un bel exemple, sous prétexte de ne pas stigmatiser, en fait, on prive de travail des gens qui auraient été très contents de jouer un rôle de nain, parce que ça tombe bien, ils sont nains. Mais on ne peut plus le dire. Oui, c'est un bel exemple. donc voilà, je trouve ça absolument merveilleux. Enfin, pour moi, c'est un exemple à encadrer, tellement il montre l'absurdité et l'irrationalité de la chose. Si j'ai encore 2 minutes, un dernier exemple pour vous montrer le caractère irrationnel. Aux États-Unis, je crois que c'est dans l'Ohio, mais je ne suis plus sûre, il y a un manuel de mathématiques inclusive qui a été publié, donc qui était, je suppose que maintenant Trump a dû supprimer ça, mais enfin bref, ce manuel exigeait donc que les mathématiques soient plus inclusives. Alors on peut se dire, c'est quoi des mathématiques inclusives? Qu'est-ce que ça veut dire? Les maths, c'est quand même une discipline... Bon, à moins de vous faire compter les juifs et les pas juifs, enfin bon, normalement ça devrait aller, quoi. Hein. Et en fait, le caractère potentiellement raciste des mathématiques se trouvait, selon les auteurs du manuel, dans le fait de mettre l'accent sur la bonne réponse. Sous-entendu, tenez-vous bien, enfin c'est pas sous-entendu, c'était clairement expliqué que, en fait, l'accent sur la bonne réponse, c'est un truc de blanc. C'est quand on est blanc qu'on trouve que c'est important la bonne réponse. Mais quand on est noir, vous comprenez bien que la bonne réponse, c'est pas aussi important. Ce que je vais vous dire, c'est évidemment horriblement raciste. J'espère que vous l'avez tous compris. Sauf que les auteurs du manuel eux-mêmes véhiculent cette idée-là, donc véhiculent en fait les pires clichés racistes, selon lesquels les Noirs, je sais pas, moi, ils seraient plus doués pour jouer du djembé, je suppose, ou pour faire de la danse, mais que les maths, c'est vraiment pas leur truc, et encore moins s'il faut être précis. Mais c'est horrible, en fait. Oui. Tout ça sous prétexte, de nouveau, de respect de la différence, d'ouverture à la diversité, etc., etc. C'est vraiment le racisme sous couvert d'antiracisme, tout comme c'est du sexisme sous couvert d'antisexisme, et de l'exclusion sous prétexte d'inclusion, en fait. Pour terminer, tu as étudié la philosophie, donc terminer par ça. D'abord, la laïcité, tu l'as dit, la laïcité, bon, c'est dénoncer la toxicité entre l'alliance du pouvoir religieux et politique. Mais que montre ton livre dans l'attitude de la gauche traditionnelle en Belgique sur ces attaques sur la laïcité? C'est quand même fort important. Et je pense notamment à ta conclusion. Si tu veux bien lire juste ceci. Je veux bien, oui. Le wokisme ne peut être réduit à quelques excès périphériques, quelques épiphénomènes anecdotiques qu'une droite conservatrice montrait artificiellement en épingle. Cette accusation est d'ailleurs d'autant plus risible qu'il existe en France, mais fort peu en Belgique hélas, un large courant que l'on peut qualifier de gauche historique, à la fois laïque et républicain, qui s'inquiète de ce raz-de-marée woke. Et donc, en effet, c'est vrai que, de nouveau, je reviens à ce que je disais concernant Trump et le wokisme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu prisonnier d'une lecture des choses qui fait que
il y a d'une part la gauche qui est woke et d'autre part la droite qui est anti-woke, en gros. Et qui est anti-woke parce qu'elle est conservatrice, réactionnaire, etc. Voilà. Et j'essaye vraiment de casser cette assimilation, ou cette lecture extrêmement binaire des choses. D'abord parce que c'est pas parce qu'on est anti-woke qu'on est nécessairement trumpiste, comme je viens de le dire, mais aussi parce que, à mon sens, il y a dans l'histoire des idées, il y a toujours eu un courant de gauche qui était un courant authentiquement universaliste. Et justement, en fait, une des choses que le wokisme passe complètement sous silence, c'est en fait la question socio-économique. C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en fait, à force de parler tout le temps de l'homme blanc de plus de 50 ans comme étant l'incarnation même de la domination, en fait, on oublie qu'il y a des hommes blancs de plus de 50 ans qui dorment sous les ponts. Qu'il y a des hommes blancs de plus de 50 ans qui ne savent pas nouer les deux bouts et qui, à la fin du mois, n'ont pas de quoi terminer le mois. Et donc, en fait, il y a vraiment un basculement dans la gauche ces dernières années qui, en fait, constitue pour moi un renoncement à ce qui fait le cœur même de la gauche, qui est la question socio-économique. Alors, évidemment, la question socio-économique se conjugue parfois à la question de l'immigration ou à d'autres questions comme ça. Je ne dis pas du tout que la gauche ne doit pas se préoccuper des minorités. Évidemment que si, elle doit se préoccuper des minorités, et la droite devrait le faire aussi d'ailleurs. Mais de là à en arriver aujourd'hui à passer complètement sous silence la question socio-économique pour adopter une vision tout entière focalisée sur des minorités ethniques, sexuelles, etc., je crois qu'il y a là quelque chose de très préoccupant. Et heureusement, en France, en Belgique, je crois que c'est moins vrai, continuent à exister des intellectuels, des individus, peut-être pas des mouvements politiques structurés, mais en tout cas au sein des mouvements de gauche, des individus qui sont encore je dirais des vrais gauchistes, entre guillemets, au sens originaire du terme. Justement, pour la France, ça va loin. Vous prenez Mélenchon et Rima Hassan, qui est une de ses proches, ça va jusqu'à voter au Parlement contre la libération de Boualem Sansal, qui est quand même un écrivain algérien emprisonné pour ses écrits et aussi pour ses positions un peu laïques. Donc ça va très loin. À partir du moment où une députée LFI vote contre la libération de Boualem Sansal, ça pose la question de la laïcité, de l'universalisme. Enfin, ça va très loin. Mais Mélenchon est vraiment l'incarnation du retournement de veste en la matière. Je veux dire, quand on écoute les positions de Mélenchon il y a 10 ans, il était impeccable sur la question de la laïcité. Exactement. Et aujourd'hui... Il surfe sur le vote musulman, c'est 6 millions de personnes en France. Tout à fait, oui. On termine par la question de la philosophie. Je cite Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Roland Barthes, et qui sont à l'origine de la déconstruction. Tu as fait un chouette article là-dessus pour le Centre Jean Gaulle. Mais je me demande, moi j'ai lu beaucoup Spinoza, mais surtout Deleuze m'a aidé. Il a fait un très beau livre sur Spinoza, très, très explicatif aux éditions de Minuit. Je me dis, mais que penserait de... Bon, ils sont considérés comme ceux qui ont monté le concept de déconstruction, mais que penserait-il maintenant du wokisme actuel, quoi? Alors bon, je ne vais pas parler à leur place évidemment, mais en tout cas, le wokisme se construit sur la tradition philosophique de la déconstruction. Donc la déconstruction, c'est quoi en quelques mots? C'est simplement, en fait, questionner nos évidences. Et en ce sens-là, la déconstruction est consubstantielle à la philosophie. Je veux dire, philosopher, c'est nécessairement questionner nos évidences, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc déconstruire nos évidences, être capable de se rendre compte qu'on fonctionne avec des représentations initiales qui doivent peut-être être questionnées, etc., et les remettre en cause. Mais ce qu'on a oublié au passage dans le wokisme, c'est qu'en fait, de quoi se sert-on pour déconstruire? De la raison. C'est grâce à notre raison qu'on déconstruit. On est en plein dans Spinoza. Ouais. Mais oui, et à partir du moment où le wokisme, en fait, prétend déconstruire même la raison, en fait,
il nous renvoie en fait à quelque chose d'extrêmement irrationnel, déraisonnable, avec parfois même des accents que je qualifierais quasiment de sectaire, ou en tout cas de religieux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très dogmatique, il y a des choses qu'il faut accepter sans les remettre en cause, parce que c'est comme ça, parce que si on veut déconstruire, il faut admettre que, même si ça n'est pas vérifié, enfin oui, il y a d'autres, de nouvelles évidences qu'on ne peut plus questionner en fait. Je vais terminer par ça. Est-ce que la religion la plus fanatique, c'est pas la religion du profit? Et quand on voit un Musk débouler, ça nous fait, moi personnellement, il me fait beaucoup plus peur que Trump. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai envie de dire que c'est un autre problème. Oui. Parce que je pense que la religion du profit, c'est aussi celle qui anime Mélenchon. Enfin, je veux dire, voilà. ce sont tous des individus qui, à un moment donné, sacrifient leurs idées. En croyant se détester. Oui, oui. Voilà, merci. J'avais une question à poser, mais vous y avez répondu concernant le terme racisé. Ah oui, oui. Alors, plutôt que de poser une question, j'aimerais simplement vous remercier d'être là et vous remercier d'avoir écrit ce livre. Ben, merci, mais merci, enfin, voilà, merci de l'invitation. Et je voudrais quand même en profiter pour dire que j'ai assisté avec beaucoup de plaisir aux 2 exposés précédents. Je trouvais ça vraiment très, très intéressant et chouette d'avoir cet exercice qui mêle finalement littérature de fiction, enfin, romancière, et puis mon essai qui était un petit peu, enfin, qui sort un peu du genre de la soirée, mais je trouvais ça chouette de relever ce défi, de mélanger un peu les genres. Voilà, donc merci beaucoup.